La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger. Le rendez-vous du week-end. Papa, maman, émission et week-end et Lingi et Banda. Yakawa, Tika Nyoso Sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue sur B1. Nous sommes en compagnie de Julie Sefou et le sujet du jour, c'est le 8 mars, la fête de la journée de la femme. Ouais. Le 8 mars, Madame Sefou, c'est quoi? Ça parle de quoi aujourd'hui? C'est la journée des droits des femmes. Ok, parce très bien. Que les femmes ont des droits inaliénables. Alors, on les dissocie quand même des droits humains. Pourtant, ce sont des droits humains. Mais seulement, il faudrait bien mettre cela en exergue parce qu'on s'est rendu compte que malgré la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'homme a continué à considérer qu'il était seul, sans la femme. D'où il fallait remettre un peu les choses sur les rails pour aider que l'autre être aussi puisse rentrer dans ses droits. Et donc voilà, on parle de la lutte pour les droits des femmes. D'accord. En fait, ces droits, on a pris conscience de l'importance de la femme dans la société juste pendant la période de la guerre. Vous savez, la guerre 39-45, pour faire un peu d'histoire pour ceux qui aiment bien cette émission, pendant la guerre 39-45, il y a eu des hommes qui sont partis au front. Et les hommes, en partant au front, ont laissé donc les usines et il n'y avait personne pour faire fonctionner ces usines. Et aux États-Unis, on s'est rendu compte que les hommes allaient en guerre, mais les usines étaient vides. Alors les femmes ont occupé ces usines. Les femmes ont commencé à aller à l'usine travailler. On appelait ça l'effort de guerre. Oui. Donc elles allaient en usine, elles travaillaient. Oui. Et l'industrie donc a pris une autre dimension. Parce que cette main-d'œuvre qui est arrivée importante comme ça est venue à booster pour certains pays leur économie. Les Américains en ont profité. Les Américains en ont profité puisque la guerre s'était transportée. La guerre était en Europe. Donc comme tout était détruit. Et après la guerre, on s'est rendu compte qu'on a les femmes qui ont pris l'habitude d'aller au travail. Avant, les femmes n'allaient pas au travail. Elles n'allaient pas. Oui, la femme n'allait pas au travail. Et la femme a pris l'habitude d'aller au travail. Et elle a pris conscience qu'elle était un acteur économique important. Ensuite, maintenant, il y a eu aussi certaines revendications pour les années 1960, 1968, mai 68. D'accord. En mai 68, ça a pris encore plus de vitesse et la femme a commencé à faire beaucoup de revendications. Donc il y a eu une marche à Copenhague, n'est-ce pas, des socialistes au niveau international pour dire non, nous voulons intégrer les femmes comme acteurs économiques et nous voulons les intégrer. C'était les premières démarches du mouvement féministe. Et puis maintenant, en 1977, les Nations Unies ont décidé donc de mettre en place ce programme donc, de la Journée internationale de la femme, reconnaître la femme comme acteur économique à part entière. C'est-à-dire que dans la société aujourd'hui, la femme a sa place. Madame Julie, il faut voir que notre société, c'est une société qui ne peut pas occulter le rôle de la femme. Je parle en tant qu'homme, on va dire, tiens, cet homme défend beaucoup les femmes, qu'est-ce qu'il a à défendre autant les femmes comme ça? S'agit-il de défendre ou de reconnaître ou de dire la vérité? Non, il faut reconnaître que la femme a un rôle important dans notre société. Je pense que les sociétés qui sont en avance aujourd'hui ont intégré que les femmes pouvaient accéder aux hautes fonctions. Moi, j'ai pris quelques notes, parce que j'aime bien noter pour rafraîchir quelques mémoires. Si vous permettez, Madame Julie. Alors, j'ai pris quelques notes simplement pour avancer. Alors, pour répondre à la première question, cette journée de la femme, pourquoi? Et je dirais simplement parce qu'on a mis en place cette journée pour chaque fois rappeler et conscientiser les gens que la femme est un acteur économique, social important. Et également que pour noter que les femmes vont occuper maintenant, ou occupent depuis, n'est-ce pas, des responsabilités dans la société, et que cette femme se retrouve
occupé des postes régaliens de l'État. Je veux citer 2 noms. Donc, je vais prendre d'abord une Française. Elle s'appelle Michèle Alliot-Marie, ministre de la Défense. Qui aurait imaginé que pour commander les armées, Ah oui. n'est-ce pas, et organiser l'armée, on va mettre à la tête Une femme. une femme. Ouais. Donc, c'était une femme. Donc, c'est une femme, Michèle Alliot-Marie, qui a été nommée ministre de la Défense en France. Et après est venue une autre encore, plus récemment, c'est-à-dire de nos jours, on va parler de Florence Parly, ministre des Armées. Ce n'est plus de la Défense, mais Ah oui, des armées. des armées. Carrément, c'est-à-dire- des armées. c'est-à-dire Commande ministre des les armées, ouais. Voilà. Et des femmes sont comme ça en Europe, dans plusieurs pays européens. Il y a à peu près 8 femmes, ministres des Armées ou ministres de la Défense. Je te Mais prends... en Afrique aussi, il y a eu des femmes comme ça qui ont commandé les armées, Oui. mais seulement on a failli occulter l'histoire à un certain moment, Oui. alors qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil, en fait. Vous parlez de qui? De Kinta Vipa? Entre autres, Ok. ouais. Moi, je vais prendre Christine Lagarde. Christine Lagarde, qui est donc la patronne, qui a été la patronne du FMI, du Fonds monétaire international. International, ouais. Oui, donc elle a remplacé un homme. Donc c'était l'argentier du monde. Donc on a confié un poste aussi important à une femme. Ça veut dire que on a pris conscience et on a commencé à appliquer, n'est-ce pas, cette volonté d'intégrer la femme au plus haut sommet. Après, elle a été aussi remplacée par une femme. Elle a été aussi remplacée par une femme. Et en aujourd'hui, économie, quand même, les femmes, elles sont mieux, nettement mieux en tout cas. aujourd'hui, elle est présidente de la Banque centrale européenne. La même dame est devenue présidente de la Banque centrale européenne. C'est-à-dire que tous les euros qu'on voit là, c'est la présidente. Alors, mais pour revenir à nous, au Congo, avec le discours du président, il a dit « Nous allons faire donc l'impunité zéro et... » Ah oui, avec l'état de droit, il faut mettre la justice en exergue, lui redonner ses lettres de noblesse, parce que la justice élève une nation. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place une femme. C'est-à-dire que quand il y a des grands changements, parce que les femmes, quand elles arrivent, contrairement à ce qu'on peut croire, elles ont la poigne. Donc, il a nommé Madame Rose Mutombo. Qui est Voilà. Ministre d'État, ministre de la Justice et garde des sceaux. C'est elle qui garde les sceaux. Oui, c'est elle qui garde le sceau. Ouais. Et donc, le sceau, c'est le sceau du roi, en fait. Quand on dit la garde des sceaux, c'est la gardienne du sceau du roi. Ouais. C'est-à-dire, le sceau du roi, c'est ce qu'on met en bas d'un document, n'est-ce pas, pour dire juger, adjugé, vendu, et on ne revient plus dessus. C'est la gardienne de sceau. Et donc, cette fonction, c'était la garante de la justice. Et c'est à elle que le roi, Napoléon à l'époque, et les grands rois de l'époque remettaient leur sceau. Elle était chargée de garder le sceau. C'est-à-dire pour être sûr qu'il y aura une justice équitable, une justice juste, pas déviante. Et donc pour le Congo, pour la RDC, on a donné la préférence à une dame longtemps activiste. Elle a milité dans des organisations de la société civile, n'est-ce pas, justement pour les droits des femmes. Elle a dirigé le CAFCO pendant longtemps. Elle a été en tête de peloton lorsque les associations des femmes coaliser les efforts pour réclamer plus de représentativité féminine, parce que les femmes devraient participer aux instances de prise de décision autant que les hommes. Mais alors elle était vraiment en tête, et finalement l'homme genré que Félix Tshisekedi a entendu, parce que là il s'agissait de la bonne volonté. Il ne s'agissait pas des élections, mais de nommer. Il semblerait que Mme Rose Mutombo, elle a une poigne de fer. Exactement, donc, exactement. Ce que j'aime, c'est qu'elle a transposé ce qu'elle faisait dans la société civile, revendiquer, militer pour les droits humains, les droits des femmes. C'est ce qu'elle a transporté dans son poste de commandement, parce qu'elle travaille pour humaniser les milieux carcéraux, par exemple. Parce que chez nous, au Congo, on sait ce que c'est que le milieu carcéraux. On sait déjà le traitement qu'on inflige aux prisonniers, c'est-à-dire quand on est en prison, c'est le fameux vungoulé qu'on mange, le haricot non cuit d'ailleurs, et on en mange après combien de temps? Les prisonniers mangeaient comme ça le haricot avec des feuilles de chikwang. Donc depuis son arrivée, les conditions... Oui, ont vraiment changé. Ont vraiment changé. Non, mais vraiment, en prison, on mange comme à la maison, parfois mieux que dans certaines maisons.
Ben donc c'est normal, on a mis maman aux commandes. Hein. C'est l'humanisme. Elle a voulu le faire comme ça, mais aussi elle travaille pour renforcer les capacités de ses collaborateurs. On a vu qu'on a revu quand même à la hausse le traitement, les rémunérations du personnel judiciaire, tout ça pour mettre ces hommes-là à la toge noire dans des bonnes conditions pour pouvoir rendre justice comme il se doit. C'est un grand travail. Tout ça, c'est grâce au leadership de Mme Rose Mutombo. Oui, c'est ça son credo. Ok, d'accord. C'est ça son credo, mais elle est bien soutenue aussi par le chef de l'État, parce que récemment, le chef de l'État a même mis des bus à disposition, des bus pour servir de navette des détenus d'un tribunal au milieu carcéral ou d'un milieu carcéral à un autre, parce que quand même hier, on les transportait comme des moutons. Donc elle a amélioré la condition humaine depuis qu'elle est aux affaires. Les prisonniers ont des droits, c'est des personnes à part entière. Mais apparemment, vous l'aimez bien, hein, Madame Rose. Non, mais j'ai suivi ce qu'elle fait, et voilà, en tant que femme. Oui, en tant que femme, mais avec elle, c'est pas vraiment en tant que femme, parce qu'avec elle, c'est à compétence égale, accès égal, hein, donc voilà. À compétence égale, accès droit égal. Voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Vous êtes une fan. Vous êtes une fan de Madame Rose. Mais je suis les femmes. Non, je fan. suis les femmes. Oui, parce que je suis les femmes. D'accord, très bien. Parce que fan, à un moment, peut-être que je vais y mettre que du sentiment, mais je suis beaucoup les femmes. Vous êtes objective sur ses résultats. Oui, sur les résultats. C'est quelqu'un qui a fait des choses qui sont palpables aujourd'hui. Elle n'a pas fait que parler, elle a mis en application sa vision, son style managérial. Là où elle s'est installée, elle est en train de marquer son temps. Voilà. Et elle a vraiment l'estime de la société civile. Hein. D'accord, oui, elle est venue, elle a géré ça comme on gère une grande entreprise. Ok, donc il y a une révolution qui s'opère. Ok, alors on va aller un peu faire un tour en Afrique. Et j'ai pris quelques notes toujours. Il y a 10 pays en Afrique qui ont confié la primature aux femmes. Ah ouais. Il y en a eu 10 qui ont confié la primature aux femmes. Dans le monde, il y a eu 93 femmes premiers ministres. Je vous donne encore quelques chiffres. Donc 15 en Afrique. En 2022, il y a eu aujourd'hui 13 femmes d'accord, qui sont chefs de gouvernement. Et en Afrique, il y en a 3. Il y en a 3. Ouais. Nous, on continue à attendre notre tour, mais on a déjà des vice-premières ministres. Bientôt, on va basculer. Alors, moi, j'ai noté qu'au Togo, il y a Madame Tomega, d'accord, Dogbe, qui est donc la première ministre. Il y a au Gabon, une femme également première ministre. Il y a en Namibie, une femme première ministre. À quand une femme première ministre au Congo? Au Congo, à très très bientôt, parce que jusqu'ici, celle qui est aujourd'hui vice-première ministre assume l'intérim de premier ministre par moment. Donc on attend à ce qu'il y ait aussi des femmes premières ministres, d'autant plus que même pour le chef de l'État, la vision, c'est aussi qu'on ait une femme à ce poste-là, pourquoi pas une femme présidente. On va y arriver à coup sûr parce qu'il y a plus d'ouverture. Passons d'abord par étapes. Ah ouais, par étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. Ouais, quand c'est la femme, il faut aller étape par étape. Non. Vous savez, Madame Julie, on ne passe pas du mou au dur directement. Tu vois, pour un bébé, on commence d'abord par lui donner les seins, ensuite on lui donne de la purée, et après on lui donne du consistant. Si vous sautez une étape, ça peut bugger. Donc, procédons par étapes. Nous sommes dans une bonne marche, puisqu'il y a déjà des vice-premiers ministres. D'accord. Il y en a d'autres, non, ministre de l'Environnement. Oui, mais c'est elle, justement, elle est vice-première ministre en charge de l'environnement et du développement durable. C'est un poste clé parce qu'avoir les enjeux, de F. Bazaïba, avoir les enjeux du développement aujourd'hui de l'environnement pour garantir ce développement durable avec la RDC comme pays solution, qu'on fait cette responsabilité. C'est aussi une femme de caractère. De caractère. Une grande dame, une femme de caractère. Elle a aussi beaucoup de poigne. Donc les prétendants futurs postes de Premier ministre, on peut déjà imaginer parmi les femmes qu'on vient de citer. Donc on n'aura pas de surprise, ce serait une belle promotion. Pour continuer, Madame, j'ai aussi noté qu'après donc le Gabon, le Togo, la Namibie, et vous avez dit pourquoi pas la RDC, vous avez cité plusieurs vice-premiers ministres, que je salue au passage. Et les femmes, donc moi j'ai remarqué que les femmes incarnaient la loyauté, elles sont loyales.
Très souvent. Oui, très souvent. Oui, en tout cas, très souvent. Parce que le problème avec la femme, c'est elle passe d'une extrémité ou à l'autre. Ok. C'est rare qu'elle soit genre versatile, quoi. Elle soit au milieu. Mais en majorité, elles sont loyales. Donc ça dénote un certain équilibre quand même. Oui, ouais, forcément. C'est une tempérance. Une tempérance. Parce que je te donne un exemple. Quand tu es dans une famille, les décisions radicales, c'est les hommes. Ouais, c'est des hommes. Les décisions nuancées, Ouais. c'est les mamans. Moi, je le vois même Ouais. chez moi. Ouais. Quand j'ai des grandes décisions à prendre, ils vont me contourner. Ah oui. Parce qu'ils savent que Ah ouais. moi, ça sera non. Et c'est après, la maman me argumente Ouais. et sait que je veux m'adoucir. J'en ai un qui sait comment faire pour me prendre un billet de 10 ou de 20 Ok. dollars. Alors, il commence toujours, je lui fais un petit clin d'œil, ouais. il commence toujours, Dani commence toujours, mon dernier, Dani, il commence toujours par me dire, mon papa chéri. Waouh. Et là, je fonds comme Bah oui, je fonds voilà. complètement. Et je lui accorde des choses que j'aurais pu dire non. Ah ouais, de façon radicale. Oui, hein. radical, je ne veux même pas discuter, c'est non. Mhm. Il dit, n'allez pas le voir, venez me voir, je vais lui expliquer. Waouh. Et la maman on trouve l'explique. toujours le mot juste Oui. Ouais. pour expliquer. Elle joue le bon jeu, elle fait le bon pont, hein. Ben, sinon, il y aura chaque fois des étincelles en famille, hein. Disons Ouais. que moi, il faut la thèse et l'antithèse. Ouais. Moi, je souffle toujours le chaud. Chaud, des fois, mais voilà. Mais c'est comme cette ça. complémentarité. Bien sûr, ça fait partie d'un jeu. Ouais. Donc, on disait que les femmes sont loyales, elles ont une grande capacité de gestion, elles sont aussi prudentes et guidées par l'intuition féminine. Yeah. Parlez-nous de cette intuition féminine. Ok. La femme, quand une femme te dit non, ne fais pas ça. Généralement, quand le mari le fait, il y a des problèmes. Ah oui, parce que bah, c'est justement l'intuition. Donc, il y a des choses qu'elle ne sait pas expliquer clairement, mais en fait, elle le sent, elle pressent des choses, mais elle n'a peut-être pas des mots pour pouvoir transmettre ce qu'elle ressent, d'autant plus que c'est aussi le flou, mais elle se laisse guider quelque part par cette conviction que ça va marcher, ça ne va pas marcher. Or, l'homme a des principes, genre, il faut que ça soit cohérent. Je ne vois pas de cohérence et donc ça ne marche pas. C'est ça. L'homme calcule tout avec la tête. Parce que c'est 1 plus 1, ça fait 2. Mais si elle me dit que c'est 1/2 en attendant, non. Ça ne peut pas fonctionner. Parce qu'aucune formule mathématique ne donnera cette réponse-là. Et voilà ce qui arrive. Mais maintes fois, les hommes qui ont compris que la femme avait cet instinct-là et qui essayent de faire avec, souvent ils se tirent d'affaire. Ils disent, Alors, il avait raison. La femme a l'intuition. Cette intuition et vient c'est physiologique, c'est transmis de mère en fille depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que depuis Genèse jusqu'à aujourd'hui, la femme a gardé toujours cette vision de loin. Parce que nous avons la vision de près. Oui, de très près alors. Ouais. Hein. Ouais. L'homme a la vision de près. Si une femme, moi je dis ça aux papas qui nous écoutent, saisissez l'occasion de ce mois de la femme, et essayez de faire un peu, pour une seule fois, ce que maman va vous dire. C'est-à-dire, prenez conseil auprès d'elle. Et si vous avez un projet, allez la voir, vous lui dites, voilà, je voudrais faire ça, 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 qu'est-ce que tu en penses? Si votre femme, je peux vous garantir, vous dit, papa, à mon avis, je pense que tu ne devrais pas le faire. Croyez-moi, ne la sous-estimez pas. Même si elle n'a pas beaucoup de diplômes, si elle vous a dit ça, faites une pause. Ne le faites pas. Généralement, quand on le fait, ça se passe mal et ça marche toujours comme ça. Vous demandez, si votre femme est en accord avec vous, faites-le. Si elle vous dit, à mon avis, moi, si c'était moi, je ne le ferais pas. Mais je te déconseille de le faire. Ne commence pas à lui demander de développer. Ça s'appelle l'intuition féminine. C'est-à-dire qu'elles ont une approche prudente des choses. Nous avons une approche avec les testostérones. C'est-à-dire qu'on veut y aller. Et la femme, comme elle a la vision de loin, elle te dit, s'il te plaît, papa, n'y va pas, laisse tomber. Toi, tu y vas et ça se complique. On dirait que même Dieu est contre toi ce jour-là. Je soupçonnerais Dieu d'être un peu du côté des femmes. Ah oui. Si vous faites de la politique, vous perdez tous vos amis. Et comme oui, mais c'est ça, cette dimension-là d'intolérance en politique. Alors j'aime bien les amis, j'aime bien mes amis qui m'écoutent. Je voudrais, qui sont en politique, je préfère vous garder
là où vous êtes. Hein? Mais Ce sont vos amis bien qui sont en politique. Non, Il semble que là-bas, en politique, il n'y a pas d'amis. Mais c'est pour ça que moi, je préfère les garder là-bas. Les garder là-bas. Là-bas, rester là-bas. Ouais. Parce qu'ils n'aiment pas quand quelqu'un qui fait des affaires vient se mêler non plus de leurs affaires. Ou vous faites des affaires, ou vous faites de la politique. OK. Donc si vous faites les deux, vous aurez des problèmes. Ah. Soit en affaires, Oui. soit en politique. Eux, ils sont de plus en plus dans les affaires. Hein. Oui, mais enfin, ça, ils sont dans les affaires. C'est plus facile pour ceux qui sont dans la politique de faire les affaires que le contraire. Hein. Oui, mais honnêtement, ils n'ont pas le droit. Normalement, non. Ils n'ont pas le droit, ils ont le droit de faire la politique. Ah. Donc si tu fais la politique, tu es un professionnel de la politique. Le jour où tu te retires de la politique, tu vas faire des affaires. On est dans la politique pour entretenir ces affaires. Hein. Madame, qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de nous dire là? D'essayer de vous dire. Oui. Mais en majorité, ceux qui sont en politique, ce sont eux qui détiennent les affaires au Congo. Waouh! Voilà, c'est cette politisation-là et cette religiosité, ces deux excès-là, mais c'est ce qui est en train de détériorer notre tissu économique. Hein. Ils tiennent les affaires. Et ça, Ils tiennent les affaires, mais ils gèrent ces affaires avec cette touche politique. Cet excès de politique, c'est là que ça ne va pas. Parce que lorsque tu ne payes pas tes taxes, n'est-ce pas, lorsque tu n'es pas en règle avec tes papiers et qu'on veut te faire revenir sur les rails, tu brandis ta casquette politique, mais il y a un problème. Donc, on ne sait plus te poser des questions parce que tu ne sais pas qui est derrière. Voilà. On va prendre même des petits exemples du genre, il y a ceux qui font des affaires avec... Enfin, il y a ceux qui font peut-être du transport en commun. N'est-ce pas? Oui. Ils ont leurs engins sur la route. Il suffit que les chauffeurs soient interpellés. Okay. Alors, ces chauffeurs, ils ont le feu vert pour appeler le proprio à tout moment. Ah, je suis à tel endroit, rattrapé par ceci. Bon, le gars dit, passe-moi le téléphone. Dit, lâche-le. Moi, c'est telle personne. Une infraction, en principe, presque une infraction. Mais parce que celui qui est derrière, ou le propriétaire, ou celui qui se présente comme le tenant du titre à tête casquette politique, l'agent sur le terrain est obligé de lâcher prise. Il n'y a pas une loi qui interdit, quand on est aux affaires, de ne pas faire les affaires? Il y a beaucoup de lois au Congo. Hein. Non, beaucoup de lois au Congo, mais c'est l'applicabilité qui pose problème. Hein. Je peux être en politique et prendre un associé qui gère les affaires? Oui, c'est ce qu'on présente toujours. Hein. On dit on met un associé qui gère. Mais très souvent, on voit des associés qui gèrent les affaires, mais tout le monde voit le réel propriétaire. Parce qu'à un moment, même l'associé est à bout de souffle, il dit il faut que je pose la question au patron. Tout le monde se dit le patron. Donc lui, il n'était qu'un délégué. Le patron. Ben voilà. Vous êtes sérieuse, hein? Ben oui, très sérieuse. Hein. Ouais, bon, revenons aux femmes. Aux Parce que je suis sûr que les gens sont en train de dire c'est bien, continue. Moi, je reviens aux femmes. Ce sujet n'est pas d'actualité, mesdames et messieurs. Les sujets des hommes politiques qui font des affaires n'est pas d'actualité. Pas d'actualité. Ce mois-ci, c'est le mois de la femme, donc je vais me limiter à parler. On est sur cette promotion de l'autonomisation de la Parce femme. que vous êtes en train, madame Julie, de m'amener dans un autre sujet. Bon, je suis revenue sur les femmes. Hein. Je reviens essentiellement. D'accord, on va être centré sur les femmes. On dit aussi qu'elles ont une grande capacité d'encaisser face aux situations. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la femme a cette grande capacité d'encaisser. Oui, parce que elle peut avoir mal dormi, elle peut avoir eu des prises de bec tout ça en sortant, elle peut avoir un mari qui vraiment l'embête sous toutes les formes, qui peut-être, j'ai envie de dire, lui refuse tous ses droits. Mais quand cette femme se présente en public, vous ne lisez pas à travers elle qu'elle souffre à l'intérieur. Pas forcément. Pas forcément. En tout cas, rares sont les femmes qui laissent transparaître ce qu'elles ont encaissé, ce qu'elles ont accumulé. D'encaisser. Voilà. Est-ce que vous avez déjà vu un homme qui a été abandonné de sa femme? Oui. Vous savez comment il est? Ouais. Et si vous remarquez bien, il porte des chaussures avec 2 chaussettes de 2 couleurs différentes. 2 couleurs différentes. Et il a tendance à raconter à qui veut ou peut l'entendre ses problèmes. Les femmes, non, si. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc il est complètement déboussolé. Oui, déboussolé parce que l'homme, c'est un éternel bébé, c'est un gamin. Il faut prendre soin de lui, n'est-ce pas?
Alors, lorsqu'il n'y a personne comment? pour le faire, il se dit, ah mais non, moi je ne peux plus rien faire, et puis voilà, moi je suis abandonné. Alors que la femme, elle, s'occupe de l'homme, des enfants et d'elle-même. Mais tout le temps que la femme s'occupe de tout le monde, personne ne veut s'occuper d'elle. Personne cherche à comprendre qu'est-ce qu'elle ressent en s'occupant des autres. Non, on s'en fout. On dit que c'est normal, c'est ça être femme. Mais lorsque on se retrouve soi-même le dos au mur, c'est là qu'on se dit, ah, donc il aurait fallu une femme pour faire ça. Je n'avais pas remarqué que c'était si important que de ranger ma paire de chaussettes et tout. Bah, la ceinture a sorti de ceci. Ah ben voilà, tout ça m'était sorti de l'esprit. Jamais eu l'habitude de le faire. Dans la vie de l'homme, on ne va pas réduire la femme. Attention, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas en train de réduire la femme au rangement de chaussettes. Nous sommes simplement en train de faire une métaphore pour montrer à quel point la femme est importante dans la vie d'un homme. C'est-à-dire que l'homme va être déséquilibré. C'est-à-dire que quand il n'a pas sa femme, il a perdu beaucoup de repères. Oui, beaucoup de repères. Ouais. Et ça se ressent dans son travail. Oui, ça se ressent dans son travail. Le chef est hystérique depuis un temps, le chef n'est pas bien et tout le monde est vide. Le chef est là, il y a les dossiers à lui soumettre. Peut-être qu'il s'est fait, ça ne va pas avec madame à la maison. Peut-être. Donc ça se ressent directement dans son Le travail. chef qui arrive, tout le monde salue, bonjour chef, bonjour chef. Ouais, Oui, il répond pas, on se dit, là, il y a un problème. Il y a un problème. La nuit a été mauvaise, La nuit a été mauvaise. Donc il a dormi au tourne-dos. On lui a tourné le dos. Entre autres, oui. Ok, donc la nuit a été mauvaise. Mais est-ce que l'homme est capable de remplacer la femme dans la maison? Non. Sincèrement? Non. Parce que les rares hommes qui remplacent des femmes à la maison, alors ils sont excellents dans ce service-là. C'est vrai. Mais mettre du temps pour arriver à ce stade-là, parce que c'est pas évident. Au fait, ils apprennent sur l'état, alors que la femme, elle est un peu conçue comme ça. Elle a cette sensibilité-là. Lorsqu'elle voit que les choses ne sont pas bien rangées, elle a tendance à arranger. Elle le sent comme ça, quel que soit son rang. Quel que soit son rang. C'est vrai, quel que soit son rang, qu'elle soit DG, ministre, quand elle rentre chez elle, elle reprend sa fonction de femme, n'est-ce pas? Elle réorganise son environnement. Exactement. Et puis elle prend en main tout le monde. Oui, tout le monde. Et tout le monde vient vers elle, puisque c'est la mère qui rassemble tout. Et donc, quand elle a franchi la porte, c'est la maman qui est rentrée. Ce n'est plus la fonction, elle reste dehors. Ouais, elle reste dehors. Mais les hommes entraînent la fonction dans la oui, maison. oui, eux, ils sont occupés. Alors, c'est le patron qui a appelé. Ah non, c'est mon premier qui a appelé. Voilà, oui, excellence, oui, voilà. L'homme, il est homme partout. Il travaille partout. Et oui, donc il ramène sa fonction dans la maison. Il ne devient pas le père des enfants, il est le premier ministre à la maison. Aussi. Papa est occupé. Papa occupé. Papa est occupé, papa travaille. Et pour les enfants, c'est ça. Notre papa travaille beaucoup. Alors qu'à la maison, ils n'ont pas besoin de sentir que papa travaille beaucoup. Les femmes, quelle que soit leur fonction, leur rang, quand elles ont franchi cette grille, même sans papa, la maman est là. Oui, la maman est là. Oui, c'est la maman. Oui, la maman est là. Elle gère tout. D'accord, elle gère tout. Elle est là. Elle gère tout. Elle est au four et au moulin. Okay. Elle est là, la maman. Mais quand c'est papa, papa c'est peut-être la télé. Est-ce que si on faisait l'expérience de donner les courses à les faire au papa, ça sera quand même la catastrophe. Surtout dans le contexte congolais, la société déjà ne comprendrait pas que ce soit les hommes qui fassent des courses, parce que on a vu des revendications, des dénonciations, j'ai envie de dire, lors des 8 mars précédents, où peut-être certains hommes se sont amusés à dire « c'est moi qui vais faire le marché ». Je vais m'occuper des ménages. Non, attends. Il peut aller faire les courses avec une liste. Non, mais il faut aller vraiment au marché. Non, le marché là, c'est trop demandé à un homme. Comment ça, trop demandé? Là, ça devient parce que c'est ce que l'autre fait chaque jour. Non, mais maman, c'est mais j'ai rencontré un homme il y a quelques jours. Lui ne se rendait pas compte quand sa femme disait que depuis un temps, l'argent qu'il laissait à la maison devenait insuffisant. Lui n'avait pas compris. Il a suffi que sa femme tombe malade et que lui soit obligé d'aller au marché. Lui me disait, je devais préparer pour mes enfants. Oui, tu veux dire au supermarché? Non, au marché. Au marché, j'ai dit préparer pour tes enfants et la femme. Oui, mais c'est vrai pour la femme. Là, c'est un peu alors, trop. Quand le gars arrive au marché, il voit des tomates, il se dit, oh, une tomate à 1000 francs, comment?
Alors qu'à vrai dire, lui n'avait que 10 000 francs, il pensait faire le Honnêtement, marché. je Non, prendrais, mais un c'était plaisir, pas possible, je prendrais hein. un plaisir de pousser mon chariot, ça ne me dérange pas. Oh. Pousser mon chariot, aller dans un supermarché faire mes courses, c'est déjà arrivé. D'accord. Quand j'ai une liste de ce qu'il faut Moi, je chercher. parle du marché. Hein. Moi, je parle de Moi, je parle du marché. Il faut aller acheter les légumes, il faut aller marchander, n'est-ce Comment ça, pas? marchander? Comme font les femmes. Hein. On vous dit, ah, ça c'est 3 000 francs. Tu dis non, prenez 500 francs. Elle peut se faire insulter facilement. Donc, une femme est capable de tenir le porte-monnaie, elle le gère mieux qu'un homme. De loin. en De tout très cas. loin. Ouais, de très loin. Donc, monsieur les décideurs, si vous voulez confier la gestion à une personne, un homme ou une femme en période de crise, Ah. en période de crise, il est plus recommandé de le remettre à une femme pour gérer. Moi, si tu me donnes $50, je vais au marché, je reviens, il n'y aura rien dans la corbeille. Hein. Bah, voilà, rien. Je sais que je ne saurais pas acheter pour tenir à manger 2 semaines, Ah, une mais semaine, non. une famille. Ouais. Ok. On va prendre un exemple. Aujourd'hui, dans un couple, faites l'expérience chez vous, vous dites ce mois-ci, papa, tu vas gérer le budget. Je dis, mais simplement gérer. Ah oui. Ce n'est pas aller au marché. C'est-à-dire que c'est le budget établi du mois. Ouais. On va décider que ce mois-ci, c'est lui qui le gère. On met dans une enveloppe. Ouais. Et chaque fois, quand il y a une demande, Ouais. il sort, il donne. Il sort, il donne. OK. Alors, ce que les papas feront, Ouais. c'est qu'ils accepteront pas qu'il y ait des choses qui manquent. Oui. Donc, quand tu reviens du marché, genre, ah, mais chérie, on n'a plus de salaire. Non, non, j'avais déjà donné l'argent. Hein. Ah, c'est- Ah non, 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 ne pose plus de problème, hein, c'est fini pour la journée. Est-ce que sans sel, on ne peut pas manger? On ne prépare pas? Non, mais ça va être... Non, non, j'imagine bien, non. Non, mais ça ne marchera pas. D'accord. Non, Donc, là, les là. mamans sont... Les femmes, ces mamans sont géniales. Ah, elles sont, ah, franchement, elles sont Les mamans sont formidables. géniales. Ouais. Donc, mesdames et messieurs, ma maman, ma soeur, vous êtes des femmes exceptionnelles. Ouais. Donc, vous êtes des femmes intelligentes, des bonnes gestionnaires, des parfaites mamans, Oui. des sœurs, des cousines, des nièces. Et vous êtes tout ça à la fois en une personne. Ouais, en fait, quand un papa retrouve tout ça dans sa femme, c'est la sœur, Ouais. c'est la mère, c'est la cousine, c'est sa confidence, Ah ouais. c'est sa maîtresse. Ah, sa maîtresse, ouais. C'est ça aussi. Ouais, c'est tout Donc ça. une femme doit remplir tout ce rôle. Oui, normalement. Donc, les hommes veulent aussi que la femme joue le rôle de la maîtresse aussi. Oui, oui, oui. Même Oui. s'ils ne le disent pas, Oui. les hommes africains, par exemple, parlent rarement de ces sujets-là, c'est vrai, mais c'est ce qu'ils ont besoin. Qu'est-ce que Ils tu le me racontes? ressentent. Hein. Madame, qu'est-ce Ils que le tu- ressentent. C'est pour ça que s'ils ne sentent pas en leur femme des maîtresses, ben, ils vont se taper des maîtresses dehors un peu plus facilement parce que à un moment la femme à la maison joue trop à la maman, il y a trop de réprimandes, hein. D'autres jouent au pasteur, hein. Mais tu sais la Bible dit ceci alors qu'à un moment l'homme lui n'a besoin que de câlins, mais là on lui présente des passages bibliques, hein. Et Alors, puis, voilà. nous allons chuter, madame, si vous cher permettez, pasteur. dans la Ouais. grande capacité des femmes à endurer les souffrances. Je voudrais arriver à un sujet. J'ai fait une immersion au cœur d'une clinique Ok. et je suis allé voir comment les mamans faisaient. Je suis allé voir pour ce mois de la femme la néonatologie. Néonatologie. C'est un département d'une clinique, Ouais. Clinique Diamant, Ouais. à Kinshasa. Ouais. Je me suis permis d'aller en visite. J'ai pris le caméraman des rendez-vous du week-end. J'ai dit, monsieur le caméraman, suivez-moi, nous allons faire un petit tour à la clinique Diamant à la Gombe. Ouais. Voilà, suivons d'abord le sujet et je vous en parle.
Moi, je suis Myriam, je suis infirmière spécialisée en pédiatrie et néonat. Et notre service de néonat est situé à proximité des salles d'accouchement. Il est prêt toujours à recevoir les nouveau-nés nés à terme qui présentent des détresses, des difficultés respiratoires, tout ça. Aussi, il est dédié à recevoir les prématurés, les enfants, c'est-à-dire qui sont nés entre 26 et 36 semaines d'aménorrhée. Notre service est composé d'une équipe multidisciplinaire, une équipe médicale et paramédicale. Il y a 12 infirmières spécialisées en pédiatrie et néonat, ainsi que des pédiatres disponibles 24 sur 24. Il y a des nouveau-nés qui sont sains et des nouveau-nés malades. La néonate s'occupe des nouveau-nés qui sont malades, qui présentent des difficultés respiratoires, des ictères, des infections materno-fœtales, tout ça. Donc, dans notre service, on a une capacité de 6 couveuses, on a les photothérapies. On a les scopes pour surveiller le bébé des proches. On a les appareils pour détecter l'ictère. On a les lampes, on a les tables chauffantes, on a les couveuses. Oui, il y a tout un équipement vraiment. Notre service de néonatologie possède le meilleur taux de prise en charge des bébés selon les statistiques faites par la journée quinoise de prématurés. L'année passée, on a eu à faire réussir 4 bébés. Le premier, c'était à 26 semaines. Voilà, ça c'était donc la clinique Diamant, le département de néonatologie. Je suis allé voir la chef de clinique et elle nous a parlé des différentes prouesses qu'ils avaient à réaliser. Figurez-vous qu'un bébé est né avec 26 semaines. 26 semaines, donc si on prend 9 fois 6, ça fait combien? 9 fois 54 là. 54. Ouais. Ok. Ouais. Donc 54 semaines Oui. pour être un bébé, pour arriver vraiment à terme. C'est-à-dire faire les 9 mois. Ouais. C'est 54 semaines. Et le bébé avait 26. Ok. Oh. D'accord? Oh, ça fait presque la moitié là. Bon. Ouais. Mais j'ai dit 26 semaines. Ouais. Mais c'est 9 fois 4. Ah, 9 fois 4. 9 fois seulement, 4. On est à 36 là. 36. Yes. Mais il a 26 semaines, c'est-à-dire 10 semaines de moins. 2 mois. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bébé naît avec 900 grammes. Ok. Alors, imaginons un bébé de 900 grammes. J'ai voulu que les gens puissent se projeter sur qu'est-ce que représente 900 grammes. 900 grammes, c'est moins qu'un paquet de sucre. Vous voyez, les sachets de sucre qu'on vend de 1 kg. Allez, retirez encore. On est à moins d'1 kilo. Moins d'1 kilo. Le bébé naît à 900 grammes. Pour le battement de cœur, on met, pour faire même un massage cardiaque, ce n'est pas 2 doigts, c'est un petit doigt que tu mets dessus pour tapoter comme ça. Et ce service, ce département, géré par une dame, Mariam, que vous avez vu dans le reportage, et vraiment réalise des prouesses. C'est-à-dire arrive à ramener à la vie, à sauver la vie de ces enfants-là. C'est un département où ils ont mis la technologie à la survie des enfants. Oui, il Donc, a fallu la technologie. Oui. Parce que les mains ne pourront pas. Les mains risquent de fracasser d'ailleurs. Il y a les des choses, instruments, ils ont un équipement de néonatologie. Ils arrivent à intuber le bébé, à le nourrir, à le faire respirer, parce qu'ils arrivent avec des détresses respiratoires. Oui. Donc je suis allé voir, et au moment où j'étais en train de filmer, j'ai dû couper parce qu'il y avait une maman avec son mari. Le bébé avait 880 grammes. Et ils se demandaient, est-ce que leur bébé va vivre? Et je peux vous garantir, mesdames et messieurs, ce que j'ai vu là relève un peu du miracle. Mais c'était un peu de la technologie. Et je suis retourné pour savoir qu'est-ce qu'ils étaient devenus. On m'a dit, ils sont sortis, le bébé est viable, il a pris, il est maintenant à 1,8 kg.
Ah ouais. Donc ça veut dire que le bébé a survécu. Oui. Donc c'est une course contre Il la a montre. doublé de poids d'ailleurs. Et a doublé de Ah, poids. ce bébé. C'est une course contre la montre. Et ils ont dit, à partir de 1,8 kg, il n'y a plus de problème. L'enfant va survivre. Et donc ce département, dans cet hôpital, a cette capacité de maintenir en vie et de se battre pour que le bébé puisse, dans les couveuses, ce ne sont pas que les couveuses, mais c'est toute l'assistance, toute la machinerie, toute la technologie, toute la science évolutive de la médecine qui a été mise en application et mise au service de la survie, parce qu'il y a beaucoup de bébés qui meurent à la naissance. Ah oui. Et donc leur service de natologie remporte énormément de grandes victoires. Oui, il y a de quoi, parce que la mortalité infantile est très élevée Oui. en République démocratique du Congo. Je me souviens encore, quand on parle des enfants prématurés, mais normalement, ils étaient autour de 2 kilos, n'est-ce pas? Oui. Mais de là à parler de 800 grammes, Et on mais parle de 800, c'est de 900 des exploits, ça. C'est des exploits. Il faut le faire. Donc, je me suis mis... je voulais parler de ce sujet de la clinique Diamant pendant cette journée de la femme et pendant ce mois de la femme, parce que je voulais qu'on touche un peu du doigt de ce que la femme est capable de faire. La femme est capable de prend en elle, en gestation, pendant 9 mois, un être humain. J'ai voulu comprendre un peu la détresse de cette femme qui attendait de savoir si son enfant allait survivre à cette épreuve. Et quand on m'a rassuré en me disant, j'ai téléphoné, j'ai dit où on en est. Et Myriam m'a dit, l'enfant a survécu, nous avons quelques images, nous pouvons vous les montrer. Bon, j'ai dit, écoutez, on ne va pas montrer cet enfant. Non, on ne va pas le parce montrer. que cela a trait à sa vie privée Oui. et le droit à l'image. Et puis c'est un enfant. Et en c'est plus, un enfant. Je n'ai pas voulu filmer cela. Et je leur ai dit bravo. Donc, je leur ai demandé, est-ce qu'à tout moment, elle me dit, la qualité du suivi médical. Vous savez, il y a hôpital et hôpital. Je lui ai demandé, est-ce que c'est cher? Elle m'a dit, non, ce n'est pas cher. Ok. Ce n'est pas Mais il y cher. a beaucoup de gens qui ne croient pas lorsqu'on dit que c'est pas cher. Oui, Ouais. mais là, ce couple C'est qu'ils osent pas. rentre chez lui avec leur bébé. Ils ne rentrent pas les mains vides. Ils ne rentrent pas les mains vides. Et le traumatisme pour une femme, parce que je peux vous dire, le traumatisme pour une femme qui a perdu un bébé, c'est quelque chose de très très dur. Ouais. Vous l'avez senti en vous. Oui. Vous l'avez senti bouger. Vous Vous en avez souffert, vous avez supporté tout ça, parce que derrière cette douleur, vous vous disiez, il y a une vie, n'est-ce pas? Il y a un sourire. Et puis pour ça, c'est vraiment retourné bredouille. Non, Oui. ça fait mal. Et puis, il y a également la modification physiologique de la femme. Voilà. C'est-à-dire que la femme, avec une maternité, est complètement transformée. Elle prend du poids, elle a les pieds qui ronflent, elle a le dos qui fait mal, elle a un autre problème, c'est-à-dire qu'à l'accouchement, elle va déclencher d'autres pathologies. Elle va se retrouver avec des hémorroïdes, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, mais je vous dis tout ce qui Mais arrive. tout ça pour rentrer sans ce bébé-là et juste prendre le temps de reconstituer son corps, non? Alors, j'ai posé la question à un homme, est-ce que vous êtes capable de prendre en gestation un bébé dans le ventre 9 mois? Je pose la question au papa qui nous écoute, est-ce que vous êtes capable de prendre dans le ventre un bébé 9 mois? J'ai la réponse. Oui. Pour les hommes, c'est très facile. Donc Dieu ne nous a pas dotés de cette capacité-là. C'est pas nous. C'est Ça pas a vous. Dieu a mis chez les femmes. Mais oui, mais quand le papa est constipé, ne fût-ce que 2 jours, c'est compliqué déjà C'est pour lui. compliqué. Alors, imaginez un être dans votre ventre qui prend toute la place. Alors, la gestation d'un homme de 9 mois est physiologiquement impossible pour lui de le soutenir. Et parce que après maintenant les 9 mois, il y a la mise au monde. Ah oui. C'est ça qui est terrible parce que chez un homme, l'homme ne supportera pas ça. Non, il ne supportera pas. Oh, il peut On a pas. vu certains entrer comme ça dans la salle de travail et tout et ne pas résister. Hein? Et tomber par Ah, terre. vous tombez par terre alors Et- que ce n'est pas lui qui enfante, mais c'est lui qui souffre le plus. Il tenait la caméra, il est tombé. Ben oui, hein? Ah là là. Donc, Madame Julie, revenons sur la capacité de l'homme à accoucher. C'est quasiment impossible. Ah, Cette douleur, impossible. l'homme ne peut pas la soutenir. Hmm. Alors, j'ai posé la question, toujours quand j'étais au centre Diamant. Diamant, ouais. Je leur ai demandé, est-ce qu'il est possible de continuer de voir les nouvelles innovations
Voici une nouvelle innovation que j'ai découverte chez eux. Ils appellent ça la célioscopie. La célioscopie. Donc, je veux vous amener visiter le service de célioscopie. Et après, je vais vous en parler. Ouais. Écoutons J'imagine le sujet. déjà que c'est une caméra et tout, qui rentre, Voilà. qui cherche. Ok. Ah ouais. Alors, écoutez un peu ce que nous dit ce monsieur, qui est donc le responsable gastro-entérologue du service donc, De la célioscopie. de la célioscopie. Donc, Ça prend vite, hein. Voilà. Bienvenue au département d'endoscopie dans le centre médical Diamant. Ici, dans le département d'endoscopie, on fait la gastrocolonoscopie. Normalement, comme vous voyez ici, on a les nouvelles matériels, les nouvelles scopes, toujours prêtes pour des interventions. Il y a deux scopes, le gastroscope et le colonoscope. Ils sont différents, toujours séparés, parce que l'endroit est toujours différent, donc toujours stérile, toujours préparé. Comme vous voyez ici, c'est le gastroscope qui est stérile et préparé pour une intervention, et il est toujours comme ça entre une intervention et l'autre. L'autre, c'est le colonoscope, qu'on le prépare pour une colonoscopie, donc c'est rentrer du rectum et voir le côlon de l'intérieur. Le premier, c'est le gastroscope, qu'on rentre dans la bouche et voir l'estomac. L'endoscopie, c'est un examen invasif, non chirurgical, qu'on peut faire pour diagnostiquer. Madame Julie, vous voyez, on vient de parler de célioscopie, mais pour résumer tout ce qu'on vient d'entendre. En fait, c'est une discipline de la médecine et c'est un département qui est géré par un gastro-entérologue. Donc, quand vous rentrez dans ce département pour faire une célioscopie, c'est quoi en réalité? C'est qu'on va faire une introspection interne des organes internes par caméra. Donc, pour résumer, on va aller visiter les organes internes par caméra. Donc, on va introduire dans la bouche. Quand on introduit cette caméra dans la bouche, la pratique s'appelle la gastroscopie. OK. Ouais. Ensuite, maintenant, on va aller visiter les organes. On va passer par l'œsophage jusqu'à arriver à l'estomac. On va aller voir l'intérieur de l'estomac. Mais pour cela, il y a des précautions qu'on doit prendre avant. C'est-à-dire que la personne doit automatiquement ne plus manger pendant au moins 6 à 12 heures. 6 heures minimum, 12 heures maximum. C'est-à-dire que de minuit jusqu'au soir, de minuit jusqu'au lendemain, il ne doit ni manger, ni boire, mais entre-temps, il ne doit ni manger, ni boire pendant 6 heures. Ouais. C'est le temps que tout ce que vous avez dans la partie supérieure soit digéré et descend. Voilà. Mais pour ça, on va vous aider, on va vous donner un produit. Donc un produit de lavement. Vous allez le boire, d'accord? Et ce produit, vous allez le boire, ça va vous nettoyer donc l'œsophage, ça va vous nettoyer l'estomac, vider complètement l'estomac. Et à partir de là, le matin, vous allez venir à jeun sans avoir bu. On va vous donc introduire cette caméra, mais soyez rassurés, on ne vous l'introduit pas comme ça parce que c'est insupportable. C'est insupportable. On va vous sédater, c'est-à-dire qu'on va vous faire une injection donc d'une petite dose de somnifère pour vous endormir. Vous allez dormir, ça va durer à peu près 10 à 15 minutes. C'est-à-dire, clac, 10 minutes, 15 minutes, vous allez dormir. Donc, on va vous mettre dans la pratique sur le côté, c'est à côté gauche. On va vous retourner sur le côté gauche, vous serez couché sur le côté gauche, sur le bras, et côté gauche. Et on va ouvrir la bouche, mettre un cal en plastique et introduire la caméra, c'est-à-dire qui est l'endoscope, qui est donc ce matériel qu'on a vu tout à l'heure. On va introduire ce tuyau qui fait à peu près 1,50 m qu'on va vous introduire. Ça a la taille d'un câble électrique. On va vous introduire ce tuyau. Au bout du tuyau, il y a un équipement spécial qui est donc une caméra. Au bout du tuyau, vous avez également
un souffleur et au bout du tuyau, vous avez la lumière. Ils vont introduire ça en passant donc par la gorge, l'œsophage, et ils vont arriver à l'estomac. Et quand ils vont arriver à l'estomac, s'ils voient, par exemple, ils veulent filmer, le tuyau est flexible parce qu'on le téléguide de l'extérieur avec une espèce de joystick. Donc le tuyau fait de gauche à droite, de bas en haut, et éclaire tout l'intérieur, toute la sphère. Ça nous permet à nous qui sommes ici de voir ce qui se passe à l'intérieur. Oui, donc le gastro-entérologue voit l'intérieur, la paroi de l'estomac. Vous vous rendez compte qu'en temps réel, on n'a plus besoin d'ouvrir pour aller voir. On a besoin maintenant d'introduire juste un tuyau, un endoscope, pour aller à l'intérieur. Et de la même façon, on va pouvoir faire aussi un prélèvement. C'est-à-dire qu'on introduit toujours un câble tuyau et on peut faire un petit prélèvement du tissu. Donc, de l'estomac, on va donc prélever, d'accord, une fine membrane, c'est-à-dire en grattant un peu comme ça, on va prendre une petite couche. Et cette petite couche, généralement, quand on va regarder pour savoir si tout va bien, on fait toujours des prélèvements. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, même si c'est sur une caméra, à l'œil nu, on ne peut pas poser un diagnostic définitif. On va voir comment c'est. C'est là la netteté de la technologie. L'image est nette. Ouais. On L'image tergiverse pas. L'image est nette. Vous voyez l'intérieur de votre estomac et il va décider maintenant de gratter un peu et de prendre la peau. Donc, le fait de prélever cette peau en technique médicale, on appelle ça une biopsie. Donc, on va faire la biopsie, on va prélever cette partie de la peau. Cette partie de la peau va aller en culture et en analyse dans des gros microscopes. On va le sortir. C'est à l'œil nu, tu vois presque rien. Rien, OK? rien. Et donc, on va prendre un petit bout de peau et qu'on va aller maintenant analyser. Et après, au bout de quelques jours, on va maintenant rédiger un diagnostic sûr à 95%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la célioscopie, cette technique, ça permet aujourd'hui de pouvoir dire il a telle maladie. Exactement. Ou alors, exactement. Et il est capable aujourd'hui, les gastro-entérologues, avec cette nouvelle technique révolutionnaire que nous venons de voir à la clinique Diamant, on n'a plus besoin d'ouvrir quelqu'un. Il y a même des interventions qu'on le fait sous endoscopie. C'est-à-dire qu'on n'ouvre plus, d'accord? On vous fait un petit trou de la taille du crayon. Et on intervient à l'endroit précis, on prélève, on enlève l'organe qui est défectueux, d'accord? Et on fait 2 points de suture. Quand Mais non, l'organe qu'on enlève, il est un peu gros, non? Comment on fait pour le ressortir? Toujours par le petit trou. OK. Toujours par le petit trou. On va le prélever, on va le tirer par petits bouts, on va tout extraire. OK. Également, ce qu'on arrive à faire dans cette nouvelle technique, c'est que quand vous avez fini, en fait, de la célioscopie, on va vous réveiller. Ça met 10 minutes. Ça met maximum 10 minutes. En 10 minutes, on est rentré dans votre corps, on a fait un prélèvement et on a retiré, on vous a endormi et on vous a réveillé. Donc, le liquide qu'on vous donne, c'est un liquide qui t'endort un tout petit peu et au bout de 10 minutes, normalement, ce n'est pas l'anesthésie lourde, là. Parce que l'anesthésie lourde, vous pouvez mettre 1 semaine avant de vous remettre. C'est-à-dire, même plus, ça dépend. Hein, ça secoue un tout petit peu. Corps, ouais. Alors, donc, le liquide avec lequel on vous endort, vous pouvez vous lever et quitter immédiatement l'hôpital. Ouais. Mais on vous pose juste une condition, c'est que l'hôpital ne vous laisse pas partir sans vous faire manger. Donc, on vous amène à la salle de repos, vous récupérez, on vous donne quelque chose à manger. Et après, on demande toujours qu'il y ait un membre de votre famille qui vous accompagne. Ouais. Vous ne reprenez pas le volant, c'est interdit. Ouais, quand même, hein, quand bien même, il n'y a pas de risque. Oui. Vous savez, tout acte... C'est vrai qu'on a vraiment raccourci ce qui hier pesait tellement. Il fallait un régime alimentaire qu'on vous imposait. Il fallait des mouvements réduits et tout. Bah, là, non, vous vous levez, vous partez. Voilà. On a pu rentrer dans votre ventre et ressortir sans ouvrir nulle part. Ça, c'est l'innovation. On a pu aller voir et
sortir et poser un résultat. On peut aussi intervenir. Donc, il y a des interventions aux endoscopies. On peut aussi intervenir directement et enlever l'organe défectueux directement, ce qui fait que vous pouvez vous lever, quitter l'hôpital le même jour. C'est une opération sans opération. Voilà. C'est ça l'innovation. Et donc la clinique Diamant a mis en place cette technologie. Je voulais le signaler. Ça permet également pour les hommes de réduire ce qu'on appelle les hémorroïdes. Voilà. Donc ma papa, ma frère, vous qui souffrez d'hémorroïdes, ils ont donc sous endoscopie. Donc ils vont passer par derrière, d'accord, par le rectum. Ils vont atteindre donc le côlon, et ils vont aller donc travailler et pouvoir suturer, c'est-à-dire attacher la veine qui s'est distendue. Parce que vous savez que l'hémorroïde, c'est une inflammation de terminaison, donc on va faire une suture à l'intérieur directement du rectum, bien un peu plus haut. Mais il faut la caméra, il faut ce petit tuyau d'endoscope qui permet de voir ce qu'on est en train de faire. On n'a plus besoin de vous ouvrir, on peut intervenir sans ouvrir. Donc, et faire une suture. Parce que les hémorroïdes, c'est léger, hein? Oui, mais c'est léger, il ne faut pas avoir honte. Voilà. L'hémorroïde n'est pas une maladie contagieuse. L'hémorroïde, c'est un dysfonctionnement du tube digestif, dans le tube digestif, aux terminaisons anales. Donc, ça se traite très facilement sous endoscopie. D'accord. Et on te fait ce qu'on appelle une coloscopie. C'est-à-dire quand on passe par derrière, c'est une coloscopie. Quand on passe par la bouche, c'est une gastroscopie. Voilà, mesdames et messieurs, je pense qu'on a fait un peu de tour en finissant sur ce sujet, parce que les papas qui ont toujours peur et qui souffrent, j'ai saisi le mois de la femme pour vous parler donc de la néonatologie, de l'origine de la fête de la femme, d'endoscopie, de célioscopie. Et je voulais également féliciter donc toutes ces femmes, ces grandes dames qui sont aux affaires aujourd'hui, qui occupent une fonction importante et qui représentent bien la gente féminine. Je leur dis bravo et bonne fête à vous. Mais j'avais une proposition à faire. Ah oui, ben oui, une seule? Allez, une ou deux. Ah oui, hein? Alors moi je suggère, si j'étais Premier ministre. Ah ouais? Mais je ne suis pas Premier ministre. Ce sont vos suggestions, c'est votre droit. Je suggère, si j'étais Premier ministre, de pouvoir initier une loi qui permet pour la journée de la femme, d'accord, qu'elles aient droit, n'est-ce pas, au transport en commun gratuitement. Tiens. Ok. Oui, toutes les mamans, ce jour-là, le 8 mai, en RDC, elles ont droit. Comme ça, elles vont se déambuler comme elles veulent. Elles peuvent porter leur beau pagne et aller se déambuler partout. Je suggère cela. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Ben oui, pourquoi passer un cadeau? C'est un cadeau. Un cadeau de l'autorité. Au moins, ça profiterait à tout le monde. Parce qu'on ne saura pas distribuer du pain à tout le monde ce jour-là. Mais si elles peuvent circuler à leur aise, sans rien payer. Oui, mais moi, c'est ce que je veux proposer. D'accord? Ou si je suis gouverneur, je pourrais faire ça dans ma province. Comme ça, le bus est gratuit pour toutes les femmes. Je suis sûr qu'elles voteront pour moi la prochaine fois. Alors qu'il y ait tous les bus ce jour-là. Ah oui. Que certains hommes ne disent pas aujourd'hui, je ne mets pas mon bus à la circulation. Donc, il faut que les bus soient là. Comme ça, elles vont se promener comme des reines. Hein? Oui, elles vont s'en promener. Bus gratuit pour toutes les femmes. C'est bien ça, non? Mais Léo pourrait faire autant aussi. Hein? Même si ce n'est pas gratuit, mais que ce jour-là, ils n'embarquent pas des femmes avec des hommes. C'est dégueulasse. Souvent, tu retrouves une maman au milieu entre deux hommes. Ouais. Et on est inconnus, mais on est bien lassés là. Oui, on est lassés. Sans blague. Ce jour-là, priorité aux mamans. C'est leur journée. Alors, je ne comprends pas que ce soit leur journée. On se réduit juste à leur faire porter des pagnes. Il faut leur donner tous les avantages. Oui, encore qu'elles portent elles-mêmes leurs pagnes. Hein. Ben, les pagnes, c'est juste un symbole. C'est pour rappeler le message et tout ça. Parce que c'est vrai que c'est la fête de la femme. On parle de ses droits, mais c'est la fête parce qu'il y a des succès qu'on célèbre, tout ça. Donc voilà. Alors, ce jour-là, j'ai encore une proposition. Ben voilà. Ça fait deux. Ce jour-là, ça sera journée fériée, chômée et payée pour toutes les femmes. Les hommes vont travailler. Mais les mamans, vous ne travaillez pas ce jour-là, vous n'allez pas au bureau. Oui, parce qu'on travaille tout le temps. Ben voilà. Et si les hommes pouvaient aussi travailler de même à la maison, ben ça fera énormément du bien aux reines. Le 8 mars prochain, journée fériée, chômée et payée.
pour les femmes. Je suis sûr que l'homme politique qui fait ça, il va avoir les voix, il va gagner Ah ben oui, beaucoup de- c'est sûr, hein, C'est c'est sûr. sûr, c'est sûr. Voilà. Mais les hommes genrés aussi épouseront cette idée. C'est vrai? Ah ouais, ça Donc, pourrait... et je vous dis, bah, papa, bah, frère, vous qui êtes en politique, si vous mettez en place cette loi, n'oubliez pas qu'il y a un droit d'auteur et que nous ben avons, voilà. nous avons enregistré. N'oubliez pas. Il y a un droit d'auteur, il faut reconnaître et remettre à César ce qui appartient Ah à oui, César. oui. Donc forcément. c'était sur B1 qu'on en a parlé la première fois dans l'émission avec Jean-Claude Roger. Ah, et le rendez-vous du week-end, Voilà. n'est-ce pas? Voilà. Ça en est fini pour aujourd'hui. Madame, on est sommes allés jusqu'au bout. Ouais. Je voulais vous remercier de m'avoir accompagné. Je remercie Pour nous, aussi c'était un plaisir Je quand l'honneur remercie est toutes fait à les la mamans, femme en plus. Hein. toutes les femmes. Je vous Ouais. souhaite de bonnes fêtes pour ce mois de mars. Profitez bien et demandez le maximum au papa. Moi, je sais déjà le cadeau que je vais offrir à la mienne. Ah oui, il faut le faire. Hein. Faites aussi comme lui, chers hommes. Alors, au week-end prochain? Week-end prochain, je suis là et je vous prendrai encore quelque chose de nouveau. Mais d'accord. On se retrouve le week-end prochain pour un autre rendez-vous du week-end. Ben, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. La grande émission télé de la famille au Congo. Avec Jean-Claude Roger. Le rendez-vous du week-end. Yakawa, tika nyonso sikoyo. Émission Oyo et Zamakasi avec Jean-Claude Roger.